de faire absolument ce qu'il veut et sans que nous on touche à rien. Merci. Alors, un peu vulgaire ce que je viens de dire. La discussion sur ce point-là mériterait d'être prolongée, bien évidemment, mais il vous a défini ce qu'était le droit du cerf. J'aimerais répondre à la question de monsieur là-bas d'abord, qui avait levé la main un petit peu avant. Il nous reste encore 8 minutes à ma montre, donc on a encore le temps pour quelques réponses. Bien sûr insuffisantes, mais... Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question, donc c'est pour rebondir sur les DRM et puis la première question aussi. En fait j'ai l'impression que les auteurs sont assez piégés en fait par exemple Amazon ou Apple. C'est-à-dire le seul moyen qu'ils ont pour faire de la pub et pouvoir vendre leurs livres, c'est d'aller sur cette plateforme-là. Sauf qu'elles sont blindées de DRM et de trucs horribles, genre les Kindle, tout ce que vous faites dessus, c'est-à-dire les annotations, les statistiques de lecture, tout ça sont enregistrés aussi par Amazon. Oui. Du coup, en final, le consommateur se retrouve à payer un livre pas très cher, enfin ouais, pas forcément moins cher que la version papier, mais avec énormément de contraintes technologiques. En plus, un mauvais respect de la vie privée. Et on ne peut pas savoir non plus si le bouquin pourra le lire dans X temps. Et au final, il y a un peu le consommateur se retrouve complètement bloqué là-dedans, l'auteur aussi, parce que du coup, il y a une espèce d'aliénation. Ouais, voilà. Et est-ce qu'il... Désolé. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens un peu différents de vendre le livre? Je prends par exemple certains livres qui sont vendus sous la licence Creative Commons. Creative Commons, très bien. Voilà. Et donc il y a ça, donc ça permet au moins de virer tout le problème des DRM aussi. Il y a plusieurs libertés qui sont liées à cette licence. Et aussi il y a une autre façon de vendre les bouquins, c'est-à-dire on peut faire par exemple un pack avec plusieurs auteurs et donner au consommateur le choix de fixer le prix de lui-même et de répartir exactement comme il le veut selon les auteurs et selon aussi le pourcentage pour l'auteur, le pourcentage pour les éditeurs par exemple selon tout un tas de critères en fait. Je sais que par exemple dans le domaine des jeux vidéo il y a les... désolé. Votre question est un peu trop longue. Il y a beaucoup d'éléments, c'est pour ça. Dans le domaine des jeux vidéo, il y a le Humble Bundle qui fait ça, c'est-à-dire il reprend à peu près... il vend 6 à 7 jeux vidéo en même temps, et le truc c'est que on peut vraiment choisir le prix. On peut choisir, du coup le consommateur a vraiment une contribution active pour ça. D'accord. Alors, question complexe mais hyper intéressante. Je me tourne vers Vincent, qui ne me voit pas parce que j'ai préféré qu'il voit ses petits copains, même si on est copains aussi. Vincent, tu veux bien parler un peu de la licence Creative Commons? Est-ce que toi, en tant qu'auteur, tu considères que c'est... comment tu vois les choses? Est-ce que tu veux boycotter Amazon et choisir Creative Commons pour faire des diffusions? Qu'est-ce que tu penses de ça, sachant bien évidemment que derrière, il y a toujours la question du droit d'auteur en ligne de mire? On peut relier cette question à la question qui a été posée en tout premier, que peuvent faire les lecteurs pour nous aider. On pourrait tout à fait imaginer se passer de tous les acteurs intermédiaires de la chaîne du livre, entre l'auteur et le lecteur, et finalement avoir des lecteurs fidélisés qui nous achèteraient directement les livres en ligne, et qu'on ne céderait pas d'avenant numérique. Enfin, ça serait presque pas possible, mais on pourrait imaginer ça pour un auteur déjà bien connu, qui aurait déjà un public fidélisé, qui pourrait mettre effectivement ses romans sous Creative Commons. Le Creative Commons, il a été élaboré à l'origine. Est-ce que c'était vraiment pour les textes ou c'était aussi pour les images? Est-ce que c'était un contenu aussi bien pour des articles scientifiques que pour n'importe quel type de contenu d'information? Je sais pas. Je rappelle que pour les articles scientifiques, en principe, la diffusion est toujours ouverte. C'est-à-dire que la communicabilité des articles scientifiques, en théorie, je dis bien en théorie, reste hors commerce, en principe. Et donc on est dans ce genre de licence, sous réserve de ne pas modifier le contenu, bien sûr, de l'article. Mais comme toujours, il y a le problème de la rémunération. Comment, après, on peut se professionnaliser et donc gagner de l'argent en écrivant des histoires avec qui on a un contrat, finalement. Donc, au fond, si on pouvait vendre directement les livres à ses lecteurs, comme certains groupes de musique à succès le font maintenant, et puis ça marche plutôt bien. Une sorte d'auteur artisan, quoi, en somme. Une sorte d'auteur qui vendrait directement son produit comme un artisan. Pourquoi pas? Après, ça pose le problème de comment faire connaître de nouveaux lecteurs, de nouveaux auteurs. Il y a tout un modèle qui existe
n'existe pas. D'accord. Denis avait une réaction. Je sais pas. Ouais. Merci. Juste une réaction courte et provocatrice à dessein. Dans la musique, il n'y a pas de coquille. Dans un livre, il y en a. Si vous, effectivement, tu peux devenir correcteur, tu peux devenir... je pense qu'il y a une personne dont l'auteur ne pourra pas se passer, c'est l'éditeur. Tout le reste, on peut le revoir. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a une personne, à moins d'être très chaudronné, effectivement, et d'avoir une expérience d'écriture, de pouvoir se corriger aussi bien en termes de contenu que de coquille. Cette relation-là, je la vois très mal disparaître. Et puis c'est pas que les coquilles, c'est aussi le fait d'avoir un catalogue, d'avoir une sorte de label qualité. Oui, j'abonde complètement dans ton sens, dans la mesure où on ne peut pas avoir de recul sur ce qu'on fait soi-même. Donc de toute façon, il faut un regard extérieur. Et dans l'idéal, que ce soit un regard professionnel, quand je dis que le métier d'éditeur, je l'écris OR, est totalement indispensable à la diffusion de l'œuvre, parce qu'on peut faire lire à sa famille, à ses copains, etc., et qu'il passe complètement à côté de toutes les... parce qu'il nous aime bien, c'est une chose. Voilà. Je voulais dire un truc, le Creative Commons, il n'y a pas qu'une licence. Il y a 9 licences différentes aujourd'hui, qui sont toutes avec des... Tu peux passer de la gratuité absolue et du partage absolu à quasiment l'équivalent du copyright. Je dis bien quasiment, hein, mais donc on fait des choix quand on choisit de partir en Creative Commons, si on veut partager ou pas, si on veut que son nom soit cité ou pas, si on veut que systématiquement, quand c'est utilisé de façon commerciale, ça soit payant ou pas. C'est des trucs qui deviennent extrêmement compliqués à gérer, même pour un auteur. Roland Wagner, qui a été le premier en France à travailler là-dessus, comme John Scalzi aux États-Unis, etc., ont mis en place un certain nombre d'outils et surtout d'explications sur attention, faites gaffe. C'est pas parce qu'on parle de Creative Commons que tout est pareil. Il y a des trucs qu'il faut bien regarder. Jérôme, un commentaire? Ouais, simplement, enfin, on va tuer un fantasme dans l'œuf. Si vous n'êtes pas connu et que vous faites un livre numérique, eh bien, c'est comme en papier. Voilà, il y a Stephen King qui lit très bien, et puis il y a les autres auteurs. Donc voilà. Et puis deuxièmement, il y a le boulot d'éditeur, il y a la structure qui va derrière, il y a l'administratif. Il y a des auteurs qui souhaitent se transformer en comptable et en technicien. Il y a des auteurs qui souhaitent tout gérer, comme il y a des auteurs qui s'auto-publient. Donc c'est qu'il y a bien une raison à ça. Alors je dis pas qu'on fait de la prestation de service, on est bien d'accord, hein, on n'est pas là-dedans. Mais je veux dire, l'autopublication en numérique, c'est comme l'autopublication en papier. C'est au-delà de l'envie d'écrire. Puis dernier mot, vas-y, bien sûr. Alors simplement, je vous annonce la naissance de la première librairie numérique spécialisée en science-fiction, en fantasy et en fantastique, qui s'appelle imaginaire.com. Il y a tous les livres de tous les éditeurs. On essaye de mettre en avant essentiellement les livres sans DRM et pas cher. Il y a aussi des livres avec DRM, mais vous avez le droit de pas les acheter. Et voilà, et là vous aurez un vrai boulot de libraire, quoi, et de prescription. Et merci beaucoup. Donc, Imaginaire, il y a des flyers là. Et pour ajouter un moment en tant qu'auteur, dans tout mon parcours, je me permets de l'ajouter parce que chacun a pu s'exprimer aussi. Aucun de mes livres ne serait ce qu'il est aujourd'hui sans un éditeur et sans un travail éditorial. Et je pense que même si la révolution numérique va complètement changer l'économie du livre, il y a quelque chose qui ne doit certainement pas changer. C'est un couple qui doit être très solide et avec une confiance réciproque, même si parfois il y a des crises. C'est le couple auteur et éditeur. Parce qu'on n'a rien à gagner à se séparer en fin de compte. Et en plus, c'est bien ce qu'il écrit. Lisez, mangez du Hugo Bellagamba, c'est bien, vraiment. Bon, Vincent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Range ton bureau, c'est le bordel derrière. Et tu veux le mot de la fin? On va donner le mot de la fin à Vincent Gessler qui est le plus loin. Il nous reste, Vincent, 30 secondes. Tu as le mot de la fin. C'est très rapide, mais on n'a pas eu le temps de l'évoquer. Je l'évoquais au tout début, c'était l'impact du numérique sur les conditions d'écriture et le texte lui-même. Je remarque qu'au fond, il y a assez peu ou pas d'auteurs qui utilisent les possibilités même du numérique pour faire des textes, sinon interactifs, du moins variables. À point de vue, il y aurait plein de choses qu'on pourrait faire là-dessus. Ce serait peut-être même l'objet d'une table ronde. Si ce matin tu étais venu à la table ronde, on en avait parlé. J'ai une nouvelle en cours avec Anne. Ouais, d'un texte comme ça, augmenté. Il y a vraiment des choses très intéressantes. En tout cas, merci de m'avoir invité à distance. Mais c'est normal. C'est normal, on était ravis de t'avoir. Merci à vous tous et on reviendra sur la question, c'est promis. Merci.
beaucoup.